Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, nous allons parler d'un péplum épique de plus de 3 heures, mais récent, sorti en 2004, Troy, ou 3 tout simplement, réalisé par l'allemand Wolfgang Petersen qui a beaucoup travaillé à Hollywood, mais de lui je préfère peut-être ses premières œuvres, Das Boot et L'Histoire sans fin. Et évidemment, vous l'avez compris avec ce titre peut-être, même si vous n'avez pas vu cette œuvre de fiction, il s'agit d'une adaptation assez libre, disons-le, alors de l'Iliade d'Homère, oui, mais tout simplement de pas mal de poèmes épiques du cycle troyen, même postérieurs à l'Iliade. On va penser aussi à l'Énéide de Virgile, et pour cause. Et si j'en parle ici, c'est parce que bientôt il va y avoir, pas sa suite, non, quoi qu'on pourrait fantasmer cela, non, l'adaptation de l'Odyssée, donc ce qui est après, enfin, il y a le personnage d'Ulysse dans le film, bien sûr, par Christopher Nolan. Donc, je me suis préparé un peu pour être dans la thématique, dans l'ambiance. Sur un scénario là d'un certain David Benioff qui par la suite, alors, il avait déjà fait un livre et le scénario donc de son propre bouquin de la 25e heure, c'est pas facile à dire, de Spike Lee, que je n'ai pas vu, mais plus tard, il chapeautera entre autres pas mal d'épisodes en tout cas de la série Game of Thrones, et peut-être qu'ici dans certains combats épiques et violents, on comprend l'idée. Au casting, là, c'est festival. En 2004, on avait un Brad Pitt en pleine forme, évidemment. Bon, il l'est toujours, il vieillit pas. Dans le rôle d'Achille, ce grand héros guerrier. Du côté des Grecs, à ses côtés, nous avons Brian Cox. Sean Bean, tiens, il sortait de la trilogie... enfin, ce qu'il a pu tourner en tout cas, Le Seigneur des Anneaux. Brendan Gleeson, il y a voilà, Garrett Hedlund aussi qui a un rôle important puisque c'est Patrocle, le cousin d'Achille. Nathan Jones aussi, un colosse au début qui fait pas long feu. Et du côté des Troyens, nous avons Eric Bana, Orlando Bloom qui lui aussi sortait de la trilogie Seigneur des Anneaux. On prend des acteurs qui ont fonctionné dans une grosse franchise pour ici un immense blockbuster. Diane Kruger et peut-être l'un des derniers rôles, je ne sais pas. J'ai pas vérifié, de Peter O'Toole, qui joue le roi Priam. À un moment, il a une prestation assez étrange d'évanouissement, et je me suis dit, c'est pas le meilleur moment de sa carrière quand même, mais bon. Il y a Rose Byrne aussi, rôle très important, bien sûr, parce qu'elle joue l'esclave de Briséis, qui va peut-être être un petit peu, quelque part, la seule faiblesse d'Achille avant même son talon. Et c'est un film que je découvre sur le tard. Plus de 3 heures, car vu en Director's Cut. Et apparemment, c'est important de le voir dans cette version, parce que celle sortie au cinéma n'avait pas reçu que de bons suffrages à l'époque. Non. Alors, pour faire simple, l'histoire se déroule plus de 3200 ans avant nous, moins 1250 avant Jésus-Christ. Bon, pour faire simple, on va se retrouver au milieu d'une guerre, la guerre de Troie, entre les Grecs, avec l'ambitieux roi de Mycène, Agamemnon, qui veut encore plus de pouvoir. Il essaye de fédérer toute la Grèce sous son commandement, ça réussit jusqu'au jour où il y a Troie quand même, mais elle est jugée imprenable, cette forteresse-là, cette ville, ce royaume, un petit peu de l'autre côté de la mer Égée. Alors, on va pas trop s'y frotter jusqu'au jour où, de toute façon, des événements vont faire que. Voilà, il y a Paris, le jeune fils de Priam, un Troyen, qui va tomber amoureux d'Hélène, de Sparte, qui va devenir Hélène de Troie. C'est compliqué, elle était promise à autre, etc. Bref, imbroglio, mais un véritable prétexte surtout pour Agamemnon de déclarer la guerre et d'attaquer Troie. Sauf que, pour gagner tout ça, là, ce roi grec, il a besoin du plus grand des guerriers que la terre ait jamais porté, Achille. Et Achille, il n'est pas très pote avec Agamemnon. Un soldat légendaire et fier, mais surtout très imprévisible, qui ne veut pas vraiment s'associer, qui parfois n'est pas là au bon moment. Il préfère, on le voit au début du film, profiter de son corps sculpté pour prendre du bon temps avec, non pas une, mais 2 femmes. Un messager vient quand même le chercher. Il pense à sa réputation, Achille, avant tout. Donc il combat, mais pas forcément pour les Grecs, pour rentrer dans l'histoire. Parce que c'est ça aussi, cette idée de mettre en cinéma l'Iliade et d'autres poèmes épiques de l'époque, voilà, vous m'avez compris, c'est rentrer ceci dans une idée de blockbuster, d'action pour mettre en avant la testostérone et cette idée de rentrer dans l'éternité. C'est la thématique qui est brassée dès le début dans une voix off que si l'on ne reconnaît pas dès le début, à la fin il y aura une réponse. Je ferai une zone spoiler vraiment
pour la forme, hein, parce que, bon, si vous connaissez quand même cette histoire-là, c'est assez adapté, bon, il y a des raccourcis, notamment sur le temps de la narration, on n'est pas sur 10 ans de guerre ici, mais beaucoup moins, enfin ça donne pas l'impression que c'est très long. Il y a des choses qui sont un peu changées, hein, certains personnages qui meurent avant l'heure, ou qui mourront bien après l'Iliade, mais c'est pas grave. On fait vraiment quelque chose ici en mettant en avant aussi la romance tragique et épique, que ce soit entre Paris et Hélène, mais aussi un peu Achille et Briséis, certes qui étaient très proches dans l'Iliade, mais là on en fait des tonnes et des caisses pour enflammer un peu la situation et envenimer le problème aussi. Et nous sommes en présence donc entre films de guerre et films de péplum, aventure, guerrière, tout ce que vous voulez, oui, qui, je trouve, marche super bien. Et c'est là où je me dis que je ne sais pas si les mauvais retours de l'époque sont dus à une version cinéma ultra cutée, parce que quand même 3h15, celle sortie au cinéma est beaucoup plus courte. 2h43. Il y a quand même une bonne demi-heure à rajouter, ça peut faire la différence. Parce qu'on la voit, la cruauté, la violence, certains instants, notamment dans la conclusion, qui visiblement n'étaient pas là dans la version d'origine. De ce que j'ai compris aussi, on rajoute un peu plus de scènes, de romance, certes, mais ça renforce aussi, on va dire, la psychologie de ces personnages-là. Et bon, Brad Pitt, très monochrome d'une certaine manière, il fonctionne très bien dans cette idée-là. Voilà, c'est le sex symbol ultime au sommet de sa carrière. Mais peut-être qu'il commençait à décliner aussi, ou qu'il a décliné après, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a été taillé pour lui, quoi. Et derrière, ça se donne à fond, hein, autour. Alors, c'est pas ultra bien interprété par tout le monde, hein. Ça, je l'avoue, de moi-même. Mais après, ce qu'on va voir ici, c'est surtout les jeux psychologiques. Au-delà même de l'Iliade, si vous ne l'avez pas lu, ça la simplifie, bien sûr, on est obligé. Mais on voit un peu cette idée de... Ouais, de folie des hommes, hein, grosso modo. Mais on met ces femmes en avant, bon, pour leur donner aussi le prétexte amoureux, c'est un peu compliqué, mais on est dans la tragédie grecque, au sens large, de toute façon, donc n'allez pas chercher plus que cela. Mais elles ont une importance, et il y a quelques instants où on voit justement qu'elles font basculer l'histoire, dans un sens ou dans l'autre, autour de l'amour, mais pas que. Et j'ai bien aimé le découpage des combats. C'est ça qui aussi va nous faire... réfléchir cinéma sur un film comme ça, c'est que oui, tu peux le regarder en mode bourrin, blockbuster de divertissement, mais au plus de 3 heures, ça ne suffit pas. Et moi, je trouve qu'il y a cette idée d'être proche de l'action. Bon, il y a 2-3 plans par moment où caméra embarquée, à un moment dans Priam, là, ça peut être douteux, mais je trouve que la plupart des duels 1 contre 1, déjà, sont bien gérés, ne sont pas trop longs, et ont cette intensité-là qui met en avant aussi, de toute façon, l'impossibilité de battre Achille, qui, bon, dès le début, nous est présenté ainsi, il y a un gros colosse devant lui, paf, il arrive, en s'élançant, là, en donnant un coup de lame bien placé. Alors oui, c'est un petit peu très chorégraphié par moment, mais on prend, voilà, y compris dans les entraînements qu'il a avec son cousin Patrocle. Donc, oui, puis les moments de masse aussi, c'est peut-être ça mieux dans la version du réalisateur final qui est sorti en DVD Blu-ray, parce qu'on prend le temps de montrer cette violence crescendo et aussi, donc... graphique, qui donc a bien dû plaire aussi au scénariste de l'époque, qui a retranscrit ça après dans Game of Thrones, même s'il n'a rien à voir avec la mise en scène. Il y a cette idée, je pense, où il a dû écrire des trucs qui ont peut-être donc pas pu passer la coupure du cinéma, mais qui après ont pu être remis en avant dans les versions plus longues. Et c'est passionnant, la mythologie grecque. Je m'y suis mis sur le tard, moi, finalement, l'Iliade et l'Odyssée, je connaissais que vaguement, évidemment, des grandes lignes, jusqu'à quelques lectures récentes. Je me suis aussi remis, grâce à l'annonce du projet de Christopher Nolan, au mieux, voilà, hein. Et ça se prête parfaitement au cinéma. Évidemment que vous serez toujours déçus si vous êtes vraiment des férus de cette idée, de ces écrits, de cette mythologie-là. Fatalement, parce qu'ici, on met quand même les dieux en retrait, quand bien même ils soient là. Cette idée qu'on a des hommes qui combattent pour la gloire, ou qui ne respectent que finalement que les combats des hommes, Achille se défiant ainsi des dieux, et on a d'autres, notamment Priam et les Troyens, qui eux vraiment sont très centrés sur ce point, notamment leur dieu protecteur Apollon. C'est très... voilà. Et à un moment où il y a Achille qui arrive et qui s'impose au-delà des dieux, lui, ce héros, qui est à moitié divin indirectement de sa mère, c'est plus ou moins suggéré au début quand elle va lui annoncer une sorte de Cassandre, si vous voulez, enfin,
je sais pas trop exactement, mais je crois qu'elle a cette idée qu'elle peut voir des choses de l'avenir, de présage en tout cas, et elle sait que son fils ne reviendra pas. Mais c'est ainsi qu'il rentrera dans l'éternité. S'il meurt au combat, dans des conditions exceptionnelles. Et Achille, il ne cherche que ça, cette célébrité. C'est intéressant, cette folie des hommes-là, dans l'ambition du pouvoir d'Agamemnon, et dans cette idée absolument folle d'entrer dans l'éternité. Et Ulysse qui questionne ça, qui commande ça, lui qui rentrera, peut-être un peu malgré lui, dans une forme d'éternité, dans son retour impossible, évidemment, hein, que l'on suivra, pour le coup, dans l'Odyssée. Son retour chez sa femme et son fils, mais c'est compliqué, hein, ça durera encore plus longtemps pour lui. Donc c'est ça, à un moment, Achille il débarque et il décapite la statue d'Apollon, mais ça apparemment on n'a que dans la version de la Director's Cut, et je trouve que c'est très important de l'avoir cette scène par exemple, pour encore plus affirmer les choses. Et après bon, il y a des scènes, dans la photographie, moi je trouve que c'est bien géré un peu à l'ancienne dans les versions désertiques hein, évidemment. Chef-op, c'est un certain Roger Pratt qui est quand même bien connu, qui est britannique, hein. Donc peut-être cette expérience, je ne sais pas s'il avait fait d'autres films du genre, on va dire, avant. Là aussi, je sais qu'il a travaillé pas mal pour Terry Gilliam, hein, si je ne me trompe pas, ou du moins les Monty Python. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il peut gérer aussi le côté reconstitution historique, et il y a des scènes donc extérieures, avec à la fois les idées de grandeur, mais rapprochées quand il y a des duels, ça aussi, ce jeu-là, des masses qui s'affrontent, ou quand c'est Achille contre, que ce soit Priam, Hector ou autre, hein, qu'il peut affronter. Enfin, Priam, je suis pas sûr qu'il l'a. Bon, il y a surtout Hector. Et les moments nocturnes, quand ça devient dans le côté funeste, tragique, après les morts et après, surtout sur cette conclusion, évidemment. La musique épique de James Horner accompagne bien le propos, bien que ce ne soit pas non plus sa meilleure partition, ça il faut l'avouer, mais quand même. Puis j'aime bien ces idées, alors ça aussi c'est dans la Director's Cut, peut-être voilà, hein, je vous invite à la voir si vous avez été déçus au cinéma à l'époque. Et cette idée du chien, et des chiens au sens large, hein. J'ai cru voir un chien dans la bande-annonce de l'Odyssée. Bon, il y a un chien d'Ulysse d'ailleurs, là dans le film, et il y a un chien au début qui vient renifler les cadavres, et qui vient prendre la place des corbeaux pour renifler aussi, pour lécher un corps. Ça montre aussi quelque chose, hein. Il y a des hommes, à un moment on va faire l'allégorie des lions et des hommes, et il y a aussi ces animaux-là qui profitent un peu du spectacle malgré eux, dans cette idée, justement, cette scène de plage au début, c'est ce qui va se passer avant la conclusion, vers la fin. Et ces petites punchlines de dialogue qui sont surécrites peut-être, certaines venant indirectement aussi, ou plus ou moins directement de l'Iliade, mais quand même, quoi, rien que cette voix off au début qui le dit, les hommes qui sont hantés par l'immensité de l'éternité, donc est-ce qu'on racontera leurs histoires plus tard aux étrangers? Bah oui, l'Iliade et l'Odyssée et d'autres poèmes, que ce soit l'Énéide et j'en passe. Donc voilà. Spoiler pour, quand même, c'est pas une surprise, bien sûr, rajouter le fait que oui, bien sûr, on a le cheval de Troie, qui n'est pas dans l'Iliade. Ce cheval de Troie mentionné vite fait dans l'Odyssée, peut-être qu'on l'aura du coup aussi dans la version de Christopher Nolan, mais surtout dans l'Énéide. Et on voit la stratégie qui vient d'Ulysse, justement. Alors là, pour la cinématographie pure du projet de l'adaptation, c'est juste qu'il voit un de ses soldats faire un petit cheval de bois en gravure, bon, pas en sculpture. Mais oui, évidemment qu'il y a ce cheval de Troie, à la fin, ils sont tous dedans, Achille et Ulysse, hein, et l'attaque horrible finale dans la nuit enflammée, où même les femmes et les enfants y passent, et je crois que ces scènes-là ont été plus ou moins coupées dans la version sortie en salle. Je pense que tout ce qui a été coupé en salle, c'est beaucoup de choses que j'ai aimées. Donc je ne pense pas que cette version cinéma-là, j'aurais autant apprécié, même si j'ai des réserves sur certains points, que ce que j'ai pu voir là. Parce que les 3h15, finalement, on ne les voit pas tant passer que cela. Et donc la cruauté, évidemment, finale, et cette voix off qu'on a au début, c'est celle d'Ulysse à la fin, qui essaie de cristalliser cette histoire, qui nous raconte l'histoire d'Achille, qui meurt, hein, évidemment, et pas qu'en prenant une flèche dans le talon. Bon, Paris se venge, hein, l'histoire, hein, Paris, Hector, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Hector, d'ailleurs, Ménélas meurt dans le film, je crois pas qu'il meurt dans l'Iliade, en tout cas. Il y a des petites, comme ça. La façon dont Hector meurt, est-ce que c'est celle vraiment qui est dans l'Iliade? J'ai un doute, bon, je l'ai lu une fois il y a longtemps, l'Iliade, donc. Mais bon, évidemment, ces raccourcis-là qui rajoutent à l'aspect tragique des choses, plus tragique hollywoodien, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a quelques limites par moment, parce que tu sens que c'est ultra écrit et ultra pompier sur certains points. Mais oui, cette idée qu'Ulysse, cette voix off, et qui nous raconte indirectement, là, vous, pour le coup, comme si c'était Homère, l'histoire d'Achille et donc des Troyens et des Grecs, pour lui-même avoir son histoire plus tard, c'est lui le prochain héros.
On passe même le flambeau à Énée, hein, qui va s'enfuir avec l'épée de Priam, qui va mourir bien sûr. Énée qui sera celui qui racontera, évidemment dans l'Énéide, et qui visiblement serait l'un des fondateurs de Rome, derrière, dans cet héritage, dans cette transmission, mythologie grecque, future mythologie romaine. Bon, il y a plein de choses intéressantes là-dessus, qui méritent quand même d'être mises en avant dans cette version-là. Ça se boucle bien. Quand bien même, bon, Peter O'Toole qui fait son évanouissement quand son fils Hector meurt, j'avoue, je sais pas, est-ce que c'est devenu un mème? Je l'ai jamais vu, mais c'est quand même, bon, c'est pas digne de la mort de Mario Cotillard, pour pas exagérer, mais sur ce moment-là, je sais pas pourquoi. Peter O'Toole, immense acteur quand même, voilà, mais moi, ça m'a fait rire, c'était pas prévu, je sais pas si vous me direz si vous avez aussi ri sur cet instant. Bref, voilà, c'est des hommes et des dieux, mais surtout des hommes, là, dans leur folie, dans leur ambition, dans leur envie de marquer, et dans leurs limites, justement. Achille étant un peu attendri par Briséis quand même, mais là, ça donne des petites scènes qui sont parfois un peu de trop, mais qui sont touchantes aussi, il faut l'avouer, hein, quand vous voyez un film comme ça. On n'est pas dans une sorte de naturalisme réaliste, ça va peut-être pas aller dans la psychologie du temps tel que Nolan le fera, qui est probablement un tout autre film, même si sur les scènes de combat, j'imagine que ça puisse être à peu près équivalent d'une certaine façon. Bon, je fais un Amazon spoiler, voilà, j'ai pas envie de faire non plus hyper long sur un film qui garde cette efficacité finalement en déployant et en osant des scènes qui ont été donc rabotées dans la version cinéma. Donc en 3h15, on en prend plein les mirettes. On voit donc cette adaptation très à l'américaine, bien sûr, évidemment. Alors ça, on peut critiquer dans tous les sens du terme. Mais c'est une... Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon là? On ne peut pas prendre des acteurs troyens et grecs d'antan. Je dis des bêtises. Mais vous voyez, on voit hein, cette idée de blockbuster. Mais c'est dans la lignée de ces anciens péplums. Et vous savez quoi? Je suis très très inculte en péplum. J'en ai vu hein, quelques-uns, hein, mais pas forcément les plus connus. Je connais certains extraits, notamment de Ben-Hur, les 10 commandements, mais je ne les ai jamais vus en entier. J'ai vu La Tunique, tiens, par exemple, en péplum un peu religieux pour le coup. Mais oui, c'est sûr que ça fait partie de ces styles de cinéma-là, hein, ce style en tout cas, que je dois un petit peu approfondir, parce que sur la chaîne, est-ce que j'ai fait d'autres péplums? Ben oui, les 2 gladiateurs, si vous voulez, ça c'est du très très bon péplum. Mais du péplum d'antan, ancien, c'est pas sûr. À vérifier. Il y a Spartacus de Kubrick. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, version cinéma et ou version donc Director's Cut sortie plus tard en physique. Et Wolfgang Petersen, c'est quand même un bon faiseur aussi, un bon artisan, même si bon, il a été plus limité on va dire dans sa carrière hollywoodienne sur certaines choses, mais il a eu une belle carrière. Puis je vous recommande son Das Boot, en version Director's Cut aussi, ou en mini-série. Je sais pas si c'est pas la même en fait au final indirectement. Bon bref, je sais plus. Mais en tout cas, j'en avais parlé il y a longtemps de Das Boot. Il faudrait que je le revoie parce que ce fut une immense découverte pour moi. Il y a 5 ans, hein, parce que j'ai dû le voir en 2021. Allez, à vous la parole sur tout ça, mais surtout sur Troie, sur l'Iliade et autres poèmes épiques. Je vous attends au tournant, et si vous attendez avec impatience, évidemment, l'Odyssée de Nolan. À la prochaine, ciao!